Mars 2023. Saint-Aubin-sur-Mer, un bourg côtier niché sur les rives froides du Calvados, en Normandie. Le vent marin, âpre et salé, siffle entre les vieilles pierres grises des bâtisses, cingle les visages rougis par le froid des quelques parents, rares silhouettes figées par l'attente. Devant la petite école primaire, un édifice modeste et austère, baigné par une lumière pâle et diffuse, leur manteau serré contre une humidité tenace. Le clocher de l'Eul, église voisine, égrène lentement les 12 coups de midi, sonnant comme un rappel lancinant dans l'air lourd, presque oppressant. Des mouettes, indifférentes à la scène, planent au-dessus des toits d'ardoise, leurs cris stridents se mêlant au bruit lointain des vagues, qui se brisent inlassablement sur les galets. Une atmosphère d'attente silencieuse, presque résignée, enveloppe ce petit coin de la côte fleurie, comme si le temps lui-même était ralenti, figé par la grisaille hivernale typique de cette terre normande, empreinte d'une certaine mélancolie. À l'intérieur de l'école, une salle de classe a été sommairement convertie en cabinet médical temporaire. L'air y est lourd, imprégné d'une odeur persistante d'humidité, de vieux bois et de désinfectant. Au centre de la pièce, le docteur Léa Dubois, une jeune pédiatre de 32 ans venue du CHU de Caen, examine Louis, un garçon de 7 ans. Son visage, encadré par des cheveux bruns ramenés en arrière, trahit une concentration intense. Ses sourcils sont froncés, signe d'une perplexité grandissante. Les yeux de Louis, d'un bleu pâle presque irréel, semblent fixés sur un point invisible, son regard vacant. Ses mouvements sont lents, désordonnés, comme si chaque geste exigeait un effort surhumain. Léa perçoit des anomalies physiques et neurologiques graves, bien au-delà de ce qu'elle a rencontré durant sa jeune mais déjà riche carrière. C'est une situation qui la trouble profondément. La pédiatre tente d'obtenir des informations des parents de Louis, Marie et Pierre Gauthier, tous deux visiblement jeunes, mais marqués par une inquiétude sourde. Léa pose des questions précises sur le développement de l'enfant, ses antécédents médicaux, l'histoire familiale. Mais leurs réponses sont évasives, murmurées, leurs regards fuyants se croisant rarement, préférant souvent se perdre sur le plancher usé. Un silence pesant s'installe, lourd de non-dits et d'un malaise palpable, brisé seulement par le crépitement irrégulier d'un vieux radiateur électrique qui peine à réchauffer la pièce. Léa sent qu'il n'y a plus qu'un simple cas médical devant elle. Ce n'est pas un cas isolé, c'est la pointe émergée d'un problème plus profond, ancré dans le temps, et le secret de cette terre normande, une énigme qu'elle sent déjà devoir résoudre. La perplexité du docteur Dubois ne tarda pas à se transformer en une inquiétude plus sombre, une certitude glaçante. Louisaine n'était pas un cas isolé. En recoupant les rares informations obtenues, et en puisant dans les registres de consultation antérieures du CHU de Caen, Léa identifia plusieurs enfants issus du même hameau reculé, les Roches Noires, un lieu presque oublié dans l'arrière-pays normand. Les symptômes, les retards de développement, les anomalies neurologiques présentaient des similitudes troublantes. Elle réalisa avec effroi que ce petit coin de Calvados dissimulait un taux alarmant de maladies génétiques rares, souvent lourdement handicapantes, voire mortelles. Ce N était plus une simple anomalie médicale, mais la pointe émergée d'un problème systémique, profondément ancré dans le temps, et les silences de cette terre normande. L'ampleur du désastre commençait à peine à se dessiner. Au cœur de cette tragédie sanitaire se trouvait une tradition ancestrale, un lourd héritage de l'isolement. Les habitants des Roches Noires, depuis des générations, avaient cultivé une endogamie stricte, perçue comme un bouclier contre les influences extérieures. Un moyen de préserver leur identité, leurs coutumes, et surtout leur terre. Dans ce repli séculaire, les mariages consanguins n'étaient pas une déviance, mais une pratique acceptée, presque sacralisée, une garantie de la pureté du sang et de la lignée. Mais la science, impitoyable, révélait désormais la face sombre de cette autarcie génétique. Ce qui fut jadis une fierté, un rempart identitaire, était devenu une malédiction silencieuse, transmettant de génération en génération des gènes défectueux, piégeant les enfants dans une spirale de souffrance et d'incertitude. La Normandie, terre de caractère et d'histoire, avait forgé des âmes résilientes face aux tourments. Des guerres de 100 ans aux conflits de religion, en passant par l'exode rural massif du XXe siècle qui vida ses campagnes, la région avait connu son lot de bouleversements. Dans des hameaux comme les Roches Noires, cette histoire avait renforcé un attachement viscéral à la terre et aux lignées familiales. La méfiance envers étrangers, le poids du secret familial, l'importance primordiale de la transmission du patrimoine, terre, ferme, maison, de génération en génération, avait créé un terreau fertile pour ces pratiques endogames. C'est
était une logique de survie, un mécanisme de défense ancestrale qui, sans le savoir, avait tissé les mailles d'un filet génétique mortel. Face à cette réalité glaçante, l'appareil législatif français se révélait paradoxalement impuissant. Si le Code civil interdit formellement l'inceste, il a longtemps toléré, par pragmatisme ou par ignorance, les mariages entre cousins éloignés dans les zones rurales, où les options étaient limitées et les traditions profondément ancrées. L'intervention des services de l'État, comme l'Agence régionale de santé, ARS, se heurtait à un mur invisible, celui du secret, de la défiance et du poids des coutumes. Sans le consentement des familles, sans une prise de conscience collective, toute action coercitive était illusoire. Léa comprenait que son enquête ne serait pas qu'une affaire de médecine, mais une confrontation délicate avec des siècles d'histoire, de culture et de silence. Un défi bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. L'enquête du docteur Dubois, loin de se circonscrire aux seuls symptômes médicaux, s'enfonçait désormais dans les méandres d'une histoire complexe, tissée de silence et de tradition. Face à la réticence des familles et à l'impuissance relative des premières alertes auprès de l'Agence régionale de santé, Léa comprit qu'il lui fallait des preuves irréfutables, des racines historiques à ce drame génétique. Elle ne pouvait se contenter d'hypothèses cliniques. Elle devait décrypter l'âme même de cette communauté. Son bureau provisoire, dans l'école de Saint-Aubin, devint le point de départ d'une investigation qui dépassait largement le cadre de la médecine, la poussant à explorer des territoires inattendus, de la généalogie aux archives départementales, en passant par le cœur même des Roches Noires. La première étape de cette quête de vérité la conduisit aux archives départementales du Calvados, à Caen. Loin des couloirs aseptisés du CHU, Léa se retrouva plongée dans l'odeur entêtante du papier jauni et de l'encre ancienne, entourée de registres paroissiaux et des états civils, témoins silencieux des vies passées. Sous la lumière tamisée des lampes de lecture, elle commença à éplucher méticuleusement les actes de mariage et de naissance, datant du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe. Très vite, un schéma troublant apparut. Les mêmes patronymes, les Gauthier, les Lefebvre, les Duval, se répétaient, avec une fréquence anormale, s'entremêlant de génération en génération. Était la preuve tangible d'une endogamie profonde, une évidence frappante, gravée dans le marbre des registres. Les jours étiraient, transformant Léa en une véritable généalogiste amateur. Elle esquissait des arbres généalogiques rudimentaires, reliant les branches des familles des Roches Noires. Ce qui, était qu'une intuition se muait en certitude. Le pool génétique de ce hameau était resté remarquablement fermé sur lui-même, un microcosme isolé des brassages extérieurs. Les mariages entre cousins, parfois même plus proches, n'étaient pas des exceptions, mais une norme séculaire. Ce repli, jadis perçu comme une force, une protection identitaire face au bouleversement de l'histoire, était en réalité une prison génétique, transmettant silencieusement des tares héréditaires. La science avait trouvé ses racines dans le passé. Forte de ces découvertes, Léa décida de retourner aux Roches Noires, cette fois avec une approche différente. Elle se rendit chez Marcel Gauthier, l'ancien agriculteur, dont les paroles énigmatiques sur les anciennes coutumes résonnaient désormais avec une clarté glaçante. Assise en face de lui, dans sa modeste cuisine où flottait une légère odeur de cidre, elle lui montra quelques-uns de ses schémas généalogiques, expliquant avec douceur les implications scientifiques de ces lignées entrelacées. Le vieil homme, d'abord méfiant, ses yeux bleus voilés par le poids des souvenirs, finit par hocher la tête lentement. Il commença à murmurer des histoires de maladies du sang, qui frappaient certaines familles depuis toujours, des mots acceptés comme une fatalité, un secret honteux, jamais prononcé à voix haute. Élodie Lefebvre, l'assistante sociale, fut un autre pilier crucial. Léa la rencontra dans son petit bureau de la Maison des Solidarités, un lieu où les drames humains se croisaient quotidiennement. Élodie, qui avait longtemps buté contre le mur de silence des Roches Noires, confirma les récits de Marcel. Elle avait toujours senti que quelque chose de plus profond se cachait derrière les retards de développement et les pathologies récurrentes chez les enfants du hameau, mais sans pouvoir l'identifier clairement. Son expérience lui avait appris la méfiance des habitants envers toute intrusion extérieure, une défiance forgée par des générations d'isolement et de fierté. Elle expliqua à Léa que pour percer ce secret, il faudrait bien plus que des preuves scientifiques. Il faudrait une confiance, longue et difficile à bâtir. Forte de ces premiers éléments de preuve, le docteur Dubois tenta de franchir le premier barrage institutionnel. Elle contacta l'Agence régionale de santé, ARS de Normandie, espérant une réaction rapide face à l'urgence sanitaire qu'elle pressentait. Cependant, ses appels et ses rapports préliminaires furent accueillis avec une prudence mesurée, teintée de la lenteur administrative habituelle.
On lui demanda de formaliser ses observations, de constituer des dossiers détaillés pour chaque cas, de solliciter des avis multiples. Le processus s'annonçait long, jalonné de comités d'experts et de réunions interservices. Léa sentait déjà le poids de la bureaucratie, une machine lourde et complexe, incapable de réagir avec la célérité qu'exigeait la situation des enfants des Roches Noires. Elle, évidence scientifique, se heurtait aux méandres des procédures administratives. La mairie de Saint-Aubin-sur-Mer, bien que consciente des particularités des Roches Noires, se montra tout aussi réticente à une intervention radicale. Le maire, M. Alain Duval, un homme pragmatique et ancré dans le terroir, exprima ses craintes quant à l'impact d'une telle démarche sur la cohésion de la communauté. « Docteur Dubois, nous ne pouvons pas brusquer les gens. Ces familles sont fières, isolées. Une approche frontale risquerait de les braquer, de les faire se replier encore davantage, lui expliqua-t-il, évoquant la sensibilité locale et le respect des traditions. L'idée d'une ingérence extérieure, même pour leur bien, était perçue comme une menace, une atteinte à leur autonomie. Le mur du secret familial et de la défiance se dressait, cette fois, avec le soutien implicite des autorités locales. Léa réalisa alors l'ampleur du défi. Les preuves généalogiques et médicales, aussi irréfutables soient-elles, ne suffiraient pas à elle seule. Elle était confrontée à un réseau complexe de résistance, mêlant inertie administrative, peur du scandale, et attachement viscéral à des coutumes ancestrales. Le cas de Louis, de Marcel, dit Élodie, dépassait le cadre purement médical, pour s'inscrire dans une dimension sociale et culturelle profonde. Pour briser le silence et initier un changement, il lui faudrait naviguer avec une finesse inattendue, non seulement en s'armant de patience face aux lenteurs de l'État, mais aussi en gagnant la confiance d'une communauté forgée par des siècles d'isolement et de méfiance envers le monde extérieur. Face à l'inertie administrative et à la prudence politique, Léa Dubois comprit que ces découvertes, aussi solides soient-elles, nécessitaient une validation scientifique incontestable et un éclairage d'une portée nationale. Son esprit se tourna naturellement vers le professeur Antoine Mercier, sommité en génétique à la PHP de Paris, dont la réputation dépassait les frontières de l'Hexagone. Lors de leur première consultation, à travers un appel vidéo tendu mais essentiel, Léa présenta méticuleusement le cas de Louis, les arbres généalogiques rudimentaires qu'elle avait esquissés, et les données préliminaires, révélant la prévalence alarmante de maladies rares aux Roches Noires. Le professeur, d'abord circonspect, les sourcils froncés par une concentration intense, vit ses doutes s'estomper à mesure que Léa détaillait ses observations. Un silence grave s'installa, lourd de la confirmation d'une tragédie silencieuse. Le professeur Mercier, s'appuyant sur son immense expertise, ne tarda pas à confirmer les craintes de Léa. Il expliqua avec une clarté implacable les mécanismes génétiques des maladies autosomiques récessives. Ces pathologies rares, où deux parents porteurs sains transmettent le même gène défectueux à leur enfant. Il évoqua le phénomène fondateur, une particularité génétique se manifestant dans les populations isolées, où un petit groupe d'individus à l'origine d'une communauté transmet des gènes spécifiques, y compris des mutations rares. Aux Roches Noires, cette prévalence était effrayante. Les données suggéraient une incidence 30 à 50 fois supérieure à la moyenne nationale pour certaines affections, comme certaines formes de maladies lysosomales ou de déficiences enzymatiques. La science, impitoyable, venait de poser un diagnostic sans appel sur des siècles de tradition. Mais Léa savait que la génétique seule ne suffirait pas à briser le mur du silence. Pour comprendre la profondeur de cette endogamie, il fallait remonter aux racines historiques et sociologiques. Elle s'immergea dans des ouvrages sur l'histoire rurale normande, consultant des historiens et des ethnologues, spécialisés dans l'isolement des communautés paysannes. Elle découvrit comment les guerres, les famines et l'exode rural avaient, dans certains hameaux, renforcé une logique de survie, un mécanisme de défense ancestrale qui privilégiait le repli sur soi. La transmission des terres, la préservation de l'identité et la méfiance envers étrangers avaient tissé une toile complexe, où les mariages intrafamiliaux n'étaient pas une déviance, mais une norme acceptée, voire encouragée, pour maintenir la cohésion et le patrimoine du groupe. Alors que les preuves s'accumulaient, une nouvelle question se posait avec acuité. Comment sortir de l'impasse administrative et locale? L'inertie des institutions était palpable, et la méfiance des habitants, tenace. Léa commença à envisager l'impact d'une approche plus médiatique. Non pas pour jeter l'opprobre sur les Roches Noires, mais pour forcer un débat public, une prise de conscience nationale qui pourrait contourner les blocages locaux et attirer des ressources indispensables. L'idée de contacter des journalistes d'investigation, de documenter cette histoire pour une audience plus large, germait dans son esprit.
C était une décision lourde de conséquences, un dilemme éthique entre la nécessité de l'action et le respect de l'intimité d'une communauté déjà fragilisée. Ce dilemme résumait l'ampleur de la tâche de Léa. Elle se trouvait au carrefour de la science la plus pointue et de traditions ancestrales, entre l'urgence médicale et la délicatesse culturelle. La collaboration avec le professeur Mercier lui offrait une assise scientifique inébranlable, tandis que le soutien d'Élodie Lefebvre, l'assistante sociale, restait essentiel pour naviguer les méandres sociaux. Léa devait trouver un équilibre subtil pour présenter les vérités génétiques sans aliéner davantage cette communauté blessée, pour ouvrir les esprits, sans briser les cœurs. Loin des salles d'opération et des diagnostics rapides, elle comprenait que sa mission aux Roches Noires exigeait une patience infinie, une empathie profonde et une stratégie mûrement réfléchie pour transformer des siècles de silence en un chemin vers la guérison. Léa, malgré le soutien du professeur Mercier, se heurtait sans cesse aux murs invisibles de l'administration et à la méfiance tenace des habitants. L'inertie institutionnelle était une épreuve, ralentissant chaque initiative, tandis que les familles des Roches Noires, bien que marquées par la souffrance, restaient calfeutrées dans leur silence ancestral. Elle comprenait que pour briser ce cycle, il lui fallait plus que des preuves scientifiques. Il lui fallait une connexion humaine, une clé pour ouvrir les cœurs et les esprits. Ses pensées la ramenaient sans cesse à Marcel Gauthier, le vieil agriculteur, dont les mots résonnaient avec une sagesse douloureuse. Un après-midi pluvieux, elle décida de retourner le voir, non pas en médecin, mais en chercheuse de vérité, espérant que le vieil homme, dépositaire de la mémoire du hameau, pourrait lui offrir un éclaircissement plus personnel, au-delà des registres et des arbres généalogiques. Le chemin vers les Roches Noires, sous un ciel bas, semblait encore plus lourd, mais une intuition tenace guidait ses pas. Marcel l'accueillit dans sa modeste cuisine, où l'odeur du feu de bois se mêlait à celle du café chaud. Le silence étira, ponctué par le crépitement des bûches. Léa lui parla de ses avancées, des confirmations génétiques du professeur Mercier, de l'ampleur effrayante de l'endogamie révélée par les archives. Le vieil homme écoutait, son regard perdu dans le passé, ses mains noueuses serrées autour d'une tasse ébréchée. Puis, d'un mouvement lent et résigné, il se leva, se dirigeant vers une vieille commode en chêne massif, usée par le temps. Il ouvrit un tiroir caché, en retira une boîte en bois patiné, ornée de motifs celtiques effacés. « Ma grand-mère disait que était le livre des secrets », murmura-t-il, sa voix rauque, tendant l'objet à Léa comme un fardeau qu'il transmettait enfin. Léa prit la boîte, le cœur battant. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux linge brodé, reposait un carnet jauni, aux pages épaisses et cornées. Un journal intime, écrit à l'encre sépia d'une main appliquée et élégante. La date, inscrite en haut de la première page, la frappa comme un coup de tonnerre, 1887. Elle commença à lire, le souffle coupé. L'auteur, un certain Jean Gauthier, décrivait la misère, les épidémies qui décimaient les villages voisins, et la décision collective, prise par les anciens des Roches Noires, de fermer les portes du hameau. Était une mesure drastique, destinée à préserver les terres, la pureté du sang et l'identité face à un monde extérieur perçu comme menaçant. Ce était plus une hypothèse, mais la confession glaçante des origines de leur isolement génétique, la clé tant recherchée. Les mots de Jean Gauthier, écrits à l'encre sépia il y a plus d'un siècle, résonnaient avec une force dévastatrice dans l'esprit de Léa. Ce était plus une hypothèse clinique, mais une confession historique, le témoignage brut d'une communauté se barricadant contre un monde hostile. Le carnet décrivait avec une lucidité effrayante les famines, les épidémies qui décimaient les villages voisins, et cette décision désespérée de fermer les portes du hameau, un acte de survie qui, sans le savoir, avait scellé leur destin génétique. Léa sentit le vertige face à l'ampleur de cette tragédie silencieuse, où le secret, la honte et la résignation étaient transmis de génération en génération. La révélation de ses origines, aussi cruciale soit-elle pour la compréhension scientifique, soulevait un dilemme éthique immense. Comment briser ce silence, sans anéantir la dignité de ces familles déjà si éprouvées? Face à cette découverte bouleversante, Léa ne put garder le poids de ce secret historique. Elle contacta immédiatement le professeur Mercier, lui lisant des extraits clés du journal, et Élodie Lefebvre, l'assistante sociale, à qui elle décrivit l'impact émotionnel de ces révélations. Le silence au bout du fil, puis les voix graves de ses interlocuteurs, confirmèrent l'immense portée de ce témoignage. Le professeur, d'habitude si rationnel, admit la force narrative du carnet, capable de donner une âme aux statistiques génétiques. Élodie, elle, y voyait la clé pour enfin comprendre l'omerta des Roches Noires, ce mur de défiance qui avait entravé toutes ses tentatives passées. Tous convinrent que ces preuves,
génétiques et historiques, étaient désormais irréfutables, et exigeaient être portés à la connaissance du public. Mais la manière, la délicatesse avec laquelle cette vérité serait révélée, était essentielle pour éviter une stigmatisation dévastatrice. C'est ainsi que Léa, épaulée par le professeur Mercier et Élodie, prit la décision audacieuse de contacter la presse. Leur choix se porta sur une équipe de journalistes d'investigation réputés pour leur approche éthique et leur rigueur, travaillant pour un grand quotidien national. Loin de toute recherche de sensationnalisme, l'objectif était clair: documenter avec précision cette tragédie humaine et scientifique, offrir une tribune pour une prise de conscience nationale, et ainsi forcer les institutions à agir. L'article, intitulé sobrement « Les lignées oubliées de Normandie, quand l'isolement génétique forge un destin », fut publié quelques jours plus tard. Il y avait une photo de Louis, floutée, et des extraits poignants du journal de Jean Gauthier, entremêlés aux explications scientifiques du professeur Mercier. L'impact fut immédiat, un murmure qui devint vite un vacarme médiatique, secouant l'opinion publique bien au-delà des rives du Calvados. La publication de l'article eut l'effet d'une onde de choc. À l'Agence régionale de santé de Normandie, les téléphones sonnaient sans relâche, et la prudence mesurée laissa place à une urgence palpable. La mairie de Saint-Aubin-sur-Mer, jusque-là réticente à toute ingérence, se retrouva sous les feux des projecteurs, contrainte de revoir sa position. Le poids de l'opinion publique, amplifié par les réseaux sociaux et d'autres médias nationaux, forçait désormais la main des autorités. Aux Roches-Noires, la réaction fut complexe et douloureuse. Certains habitants se sentirent trahis, leurs secrets intimes exposés au grand jour, tandis que d'autres, marqués par la souffrance de leurs enfants, commencèrent à entrevoir une lueur d'espoir, une chance d'enfin briser le cycle. Le silence ancestral venait être fracassé, ouvrant la voie à une confrontation inévitable avec leur propre histoire. Dans la cuisine de Marcel, l'air chargé d'attente, Léa ouvrit la boîte patinée. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux linge, un carnet jauni, daté de 1887. La plume de Jean Gauthier y révélait une histoire glaçante, celle d'un hameau se barricadant. Famine, épidémie, un monde extérieur menaçant. La décision collective de « fermer les portes », de préserver les terres, et une pureté, du sang illusoire. Les mots décrivaient avec une résignation poignante les premiers signes des maladies du sang, interprétés comme une malédiction divine, un prix amer pour leur isolement. Léa sentit le vertige face à cette vérité historique, écho des souffrances passées résonnant avec les visages des enfants qu'elle avait examinés. Le carnet N était pas une simple archive. C était la confession d'un destin scellé, un fardeau génétique, transmis silencieusement de génération en génération. Elle tenait entre ses mains la clé d'un secret vieux de plus d'un siècle. Quelques jours plus tard, la mairie des Roches-Noires fut le théâtre d'une confrontation inévitable. Les visages des familles, tirés et anxieux, formaient un tableau de résignation. Léa, le carnet de Jean Gauthier en main, et le professeur Mercier, armé de ses projections scientifiques, se tenaient devant eux. Les extraits poignants du journal, lus d'une voix posée par Léa, se mêlaient aux explications implacables du généticien sur les mutations récessives et les faits fondateurs. Chaque mot, chaque statistique, frappait des siècles de silence. Des images fugaces des enfants malades, de Louis, des autres, défilaient dans l'esprit de tous, une douleur silencieuse et partagée. L'isolement, jadis bouclier, était devenu une prison génétique. La vérité, brute et impitoyable, se déployait, non en jugement, mais en constat d'une tragédie, forçant chacun à regarder un passé qu'ils avaient, par nécessité ou par peur, choisi d'ignorer. Le poids des générations pesait dans l'air, palpable, alors que le silence, lourd et oppressant, menaçait de reprendre ses droits. Marcel Gauthier, le vieil agriculteur, se leva lentement. Ses yeux bleus, voilés de larmes, balayèrent l'assemblée. Sa voix, d'abord un murmure rauque, s'éleva, portant le poids d'un siècle de secrets. « Mon grand-père. Il a écrit la vérité, commença-t-il, les mots S, étranglant dans sa gorge. Nous savions. Nous savions que le mal était en nous, mais nous ne pouvions pas y croire. Il raconta les chuchotements, les peurs, la résignation face à cette malédiction inéluctable. Son témoignage, simple et déchirant, brisa enfin le mur de l'omerta. Ce N était plus la science froide ou un vieux carnet qui parlait, mais un des leurs, un ancêtre vivant, qui validait la tragédie. Les têtes s'inclinaient, certains pleuraient ouvertement. Le silence qui suivit N était plus celui de la défiance, mais celui de la compréhension, de la douleur partagée,
et d'une fragile lueur d'espoir. La révélation du destin des Roches Noires, rendue publique par la presse nationale, a eu un écho retentissant bien au-delà des rives normandes. L'histoire de Louis et de sa communauté, jadis enfermée dans le secret, est devenue le symbole poignant d'une France rurale oubliée, confrontée au paradoxe de son histoire. Des débats houleux ont éclaté dans les médias et l'opinion publique, interrogeant la responsabilité collective, la protection des traditions face à la santé publique, et le rôle de l'État dans des situations d'isolement ancestral. Rapidement, des initiatives locales ont vu le jour. Un collectif d'habitants des Roches Noires, épaulé par Léa et Élodie, a lancé un projet de « Mémorial des lignées oubliées », un lieu de mémoire et de sensibilisation, symbolisant la douloureuse transition entre le silence du passé et l'espoir d'un avenir plus ouvert. Ce mémorial, modeste mais puissant, est devenu un point de ralliement pour les familles, un espace où la honte se transformait lentement en résilience collective. L'onde de choc des Roches Noires a également atteint les couloirs du pouvoir. Au Parlement, des députés normands, interpellés par l'ampleur du drame, ont initié une réflexion sur une nouvelle législation visant à mieux encadrer le suivi sanitaire et social des communautés isolées. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ARS et des experts comme le professeur Mercier, a mis en place un groupe de travail pour élaborer des protocoles de dépistage et de conseils génétiques adaptés, respectueux des sensibilités culturelles, mais non moins fermes sur l'impératif de santé publique. Ce n'était pas une loi de coercition, mais une démarche d'accompagnement, visant à briser les cercles vicieux de l'ignorance et de la peur, et à offrir aux jeunes générations des Roches Noires les outils pour construire un avenir différent, loin de l'ombre des maladies du sang. L'histoire de Louis, celle d'un enfant anonyme, avait ainsi résonné jusqu'au cœur de la République, initiant un changement profond et nécessaire. L'histoire des Roches Noires, celle de Louis et de sa famille, est un rappel poignant que le passé ne s'efface jamais complètement, mais que la vérité, même douloureuse, est la première étape vers la guérison et la résilience. Le chemin sera long pour cette communauté, confrontée à des défis immenses, mais l'espoir a germé, porté par le courage de ceux qui ont osé briser le silence et affronter des siècles de tradition. Ce drame, transformé en une leçon universelle, démontre que l'ouverture et la connaissance sont les seuls remparts véritables contre les malédictions silencieuses. Si cette plongée dans les secrets de l'histoire normande vous a touché, si vous croyez en l'importance de ces récits pour éclairer notre présent, alors n'hésitez pas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes, et partagez-la, pour que cette histoire continue de résonner astérisque. Et si vous souhaitez explorer d'autres destins façonnés par l'isolement, cliquez ici pour découvrir notre reportage sur les villages oubliés des Cévennes, un autre chapitre fascinant, et tout aussi poignant de notre patrimoine astérisque.